Voilà. Les protocoles de chimiothérapie. Est-ce que vous avez lu un petit peu les documents que je vous ai envoyés Non, moi j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu Bon, le temps de les voler. J'arrive dans 2 secondes, je les ai imprimés, je les ai laissés, j'arrive. oui, bon, c'est pas bien important non plus, hein. C'était juste un petit document, voilà, où il y avait quelques petits trucs qui nous concernaient et d'autres qui nous concernaient moins. D'accord. Voilà. Ok. Sur ces petits documents, on parlait un petit peu de ces fameux protocoles de chimiothérapie. Et nous, ce qui nous concerne, effectivement, c'est leur côté alopécien, c'est-à-dire qu'ils vont faire tomber les cheveux. Voilà, ces protocoles de chimiothérapie. Alors, il faut déjà savoir qu'un protocole de chimiothérapie pour un cancer ne va pas forcément faire tomber les cheveux. Ça dépend des protocoles et ça dépend des cancers. Ah, il y a une personne, il y a Sylvie qui s'est connectée. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Donc, Pascal. bonjour Sylvie. Donc, comme je disais, ces protocoles de chimiothérapie ne font pas tous tomber les cheveux, tout dépend du protocole et du concert proprement parlé. On parle de protocole fake. Lorsque l'on parle de protocole fake, comme vous avez pu le voir sur le document que je vous ai envoyé, eh bien, ce sont des protocoles qui contiennent ces trois molécules, hein, fluo quelque chose pour le F, voilà, chaque E et C, F, E, C, ce sont trois molécules différentes qui donnent ce côté alopéciant au protocole de chimiothérapie. Lorsque c'est une de ces trois molécules, ou les trois, je ne sais pas, ne sont pas présentes, le protocole n'est plus alopéciant. Il ne fait plus tomber les cheveux. D'accord. D'ailleurs, vous verrez d'une façon assez régulière, on va dire, des personnes qui vont venir vous voir avec un premier protocole. Généralement, ça va être un protocole de toutes les 3 semaines. Quand on parle de protocole, on parle aussi de distance qui sépare deux séances. Un protocole de toutes les 3 semaines, il va y avoir une séance, 3 semaines plus tard une autre, et 3 semaines plus tard une autre, et 3 semaines plus tard une autre. Ou bien des fois ce sont des protocoles de tous les 15 jours. Ça va être 15 jours, une première séance, 15 jours une deuxième séance, 15 jours plus tard une troisième séance. Souvent sur ces protocoles-là, sur ces deux protocoles-là, il va y avoir 2-3 séances espacées de toutes les 3 semaines ou bien tous les 15 jours. Et ensuite, on va faire des séances toutes les semaines. C'est souvent quelque chose qui revient régulièrement, hein. Quand je questionne les gens, c'est souvent un petit peu leur programme de séances de chimiothérapie. Il faut savoir un truc important, c'est que les premières séances vont être alopéciantes sur ce protocole de tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Et lorsque la personne va faire ce protocole de toutes les semaines ensuite, après avoir fait 2-3 séances espacées de tous les 15 jours ou tous les 3 semaines, lorsqu'elle attaque le protocole de toutes les semaines, eh bien là, c'est plus du tout alopéciant. Et au bout d'un mois et demi après avoir commencé ce nouveau protocole, même s'il y a encore 6-7 séances à faire toutes les semaines, eh bien les cheveux commencent à repousser. Voilà. Même si elles sont encore en traitement alors, hein. Même si elles sont encore en traitement. C'est comme ça. Par contre, il y a un protocole qui, lui, est alopéciant, qui fait tomber les cheveux et qui est toutes les semaines. C'est ce troisième protocole qui est alopéciant et qui va se faire toutes les semaines, mais lui, il est aussi alopéciant. Alors, pourquoi il y en a un qui est alopéciant et l'autre pas? Je ne suis pas oncologue, donc je ne pourrais pas vous en parler, mais en tout cas, ça se passe comme ça. D'accord. Il y a des protocoles qui sont faits toutes les semaines. Alors c'est surtout un protocole, j'ai remarqué, qui est plutôt donné à des personnes soit d'un certain âge, soit des personnes un peu plus faibles et qui auraient du mal à supporter ce protocole de toutes les 3 semaines ou tous les 15 jours qui est un petit peu plus difficile, hein. Et ce protocole de toutes les semaines, lui, va faire tomber les cheveux, on va dire, entre la troisième et la quatrième séance. Notez bien ça, c'est important. Lorsque vous aurez une personne qui va avoir un protocole de chimiothérapie
qui va être dès le départ toutes les semaines. Cette personne à qui on aura dit vos cheveux vont probablement tomber, à qui on aura fait une ordonnance pour venir vous voir, eh bien ce protocole va faire tomber les cheveux, on va dire, entre la 3e et la 4e séance. D'accord ? Ça, c'est important de le savoir. Et généralement, ces personnes vont faire ce protocole de toutes les semaines jusqu'au bout. S'il y a 10 séances de chimiothérapie à faire, je dis n'importe quoi, 10 séances, eh bien, ça sera toutes les semaines, de la 1re à la 10e. D'accord ? Alors, on va parler de ces 3 protocoles, hein, toutes les 3 semaines, tous les 15 jours, toutes les semaines. Le premier protocole que vous allez rencontrer le plus souvent, ça va être le protocole de toutes les 3 semaines. Ce protocole va être alopéciant. La chute de cheveux, en tout cas en ce qui nous concerne nous, hein, nous on est concernés par ce protocole par rapport à son effet indésirable qui est la chute de cheveux. C'est ce qui nous concerne dans notre métier. Le reste, ça ne nous concerne pas. Sur ce protocole de toutes les 3 semaines, la chute, elle va intervenir 2-3 jours avant la 2e séance. Je peux vous assurer que ça sera vraiment très précis. Hein, ça va vraiment se passer comme ça. 2-3 jours avant la 2e séance, il va y avoir un matin, la personne elle va se lever, elle va passer la main dans ses cheveux, elle va vraiment remarquer qu'il va y avoir une dizaine de cheveux qui vont lui rester entre les mains. Là, la chute, elle est enclenchée. Ça va souvent, très souvent, se matérialiser d'un coup comme ça, un matin. D'accord ? Sur le 2e protocole de tous les 15 jours, la chute de cheveux interviendra 2-3 jours après la 2e séance. Et là, pareil, 2-3 jours après la 2e séance, les cheveux vont commencer à tomber, souvent d'un coup, hein, le matin. Même si en réalité, quand je vous dis d'un coup, même si en réalité, on s'en aperçoit pas forcément parce qu'on a tous les jours des cheveux qui tombent un petit peu dans la normalité, eh bien, la chute de cheveux va commencer à intervenir doucement au bout du 15e jour, hein, que ce soit un protocole de toutes les 3 semaines ou tous les 15 jours, mais ça sera à peine perceptible. Mais par contre, 2-3 jours après la 2e séance pour le protocole de toutes les 3 semaines ou 2-3 jours après la 2e séance pour le protocole de tous les 15 jours, là ça va vraiment être vraiment visible la chute de cheveux. D'accord ? Et tous les jours qui vont passer vont accentuer un petit peu cette chute de cheveux. La personne, elle va perdre plus de la moitié, dans un premier temps, plus de la moitié de sa masse capillaire. D'accord ? Il va y avoir un espèce de stop. Si, admettons, la personne n'a rien fait au bout d'une semaine, 15 jours, et qu'elle a laissé les cheveux tomber, elle va perdre plus de la moitié de sa masse de cheveux. Et il va y avoir un espèce de stop qui va durer quelques jours et qui va recommencer plus tard. Il y aura encore une nouvelle chute. Alors, c'est relativement rare que les personnes attendent vraiment de laisser passer le temps avant de venir vous voir pour une prothèse capillaire. Mais ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. Et du coup, vous allez voir des fois des personnes qui ont vraiment très peu de cheveux, mais il leur en reste encore. Et puis après, s'ils attendent encore plus, ben, il n'en restera plus que 10%. En réalité, un protocole de chimiothérapie, quel qu'il soit, ne fait pas tomber la totalité des cheveux. Il reste toujours 10% de cheveux qui se promènent par-ci par-là. 10%, c'est rien. C'est rien par rapport à la masse de cheveux qu'on a sur la tête. Mais voilà, il restera toujours un petit peu de cheveux. Ça va pour l'instant ? Oui. Pas de questions ? Je peux me permettre une petite précision, comme je suis pas. Bien sûr, bah vous êtes là, bien aussi, sûr. C'est bien de prévenir les gens en fait. La chute des cheveux, ça fait mal. Oui, c'est ça, bien sûr. Qui m'a alerté, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on tire. Exactement. Le cuir chevelu. Exactement. C'est une sensation très particulière. Exactement, c'est très bien de préciser ça. La douleur, alors on va dire, ça peut se matérialiser, et vous le verrez aussi avec l'expérience,
ça peut se matérialiser soit par des démangeaisons, soit par une douleur. Il va y avoir des personnes qui vont dire « Oh ben moi c'est juste une démangeaison au niveau des cheveux. » Je m'excuse, il y a une sirène là. C'est le premier mercredi du mois là. Ça sonne à mes oreilles. Alors, il va y avoir des personnes qui vont être gênées par des démangeaisons au niveau de leur cuir chevelu. Et d'autres personnes, comme dit Mélanie, par une douleur. C'est un signe qui va démarrer avant la chute de cheveux, généralement, arrêtez-moi si je me trompe, et qui va vraiment perdurer, moi j'ai remarqué, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cheveux, ou jusqu'au moment où on passe la tondeuse sur les cheveux. Ah ben oui. Voilà. Souvent on en arrive justement à se raser parce que les douleurs sont vraiment désagréables, quoi. Exactement. C'est très bien de dire ça d'ailleurs, Mélanie, parce que c'est aussi une des raisons pour laquelle on va passer la tondeuse sur la tête de quelqu'un. C'est aussi pour supprimer la douleur. Parce que là, voilà, vous les coiffeurs, vous avez plus l'habitude. Un cheveu, on sait ce que c'est. Hein, c'est un follicule pileux qui est enfermé dans un bulbe capillaire, qui lui-même est enfermé entre le derme et l'épiderme, etc. Et le cheveu, lorsque les cellules ne se régénèrent plus, lorsqu'il n'y a plus formation du cheveu, le cheveu, il est déraciné. Et il est coincé dans le derme ou l'épiderme. Et ensuite, il agit un peu comme une écharde. Il a une amplitude beaucoup plus grande, puisqu'il est déraciné, et il agit un peu comme une écharde. Et arrêtez-moi Mélanie si je me trompe, mais on a vraiment l'impression d'avoir plein d'écharpes dans la tête et qui crée cette douleur un petit peu. Il y a vraiment une douleur, et la douleur elle est supprimée effectivement quand oui, c'est vraiment une sensation très particulière. Voilà. Mais c'est bien d'être averti avant, parce qu'au début on se demande un peu ce qui se passe, quoi. Exactement. Alors, des fois, et vous le verrez, il y a des personnes qui, eux, ne vont ressentir aucune douleur et aucune démangeaison. Ça arrive. Je vois des fois des personnes, je leur pose la question, est-ce que ça vous fait mal? Non. Bon. Je ne saurais pas pourquoi. Il y a des gens qui vont dire, ah, c'est le Taxol qui fait ça, d'autres qui vont dire autre chose, etc. On va dire, c'est la sensibilité de chacun, les différentes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des personnes qui vont avoir très mal au cuir chevelu, ou des personnes qui vont avoir uniquement des démangeaisons, et des personnes qui n'auront aucun ressenti au niveau des cheveux, mais la chute de cheveux sera là. D'accord ? Il y a un moment important lorsque vous allez avoir le premier rendez-vous avec cette personne. Hein, cette personne va prendre rendez-vous par téléphone, voilà, vous allez la noter, elle va venir vous voir, vous allez l'emmener là où vous allez travailler avec elle, hein, dans une pièce isolée, comme le préconise la sécurité sociale, que vous soyez vous et que personne ne vous voit ni de la rue ni du salon où vous travaillez. Il peut y avoir des accompagnants qui viennent avec elle, il n'y a pas de problème. Lorsque vous allez avoir cette personne en face de vous, il va y avoir, moi généralement, après vous ferez comme vous voulez, mais moi généralement je pose toujours la même question, c'est est-ce que vous avez commencé vos séances de chimiothérapie? Si elle vient dans le cadre d'une chimiothérapie, bien sûr. La personne va me dire oui ou non. D'accord ? Si elle me dit oui, je vais lui demander quel est son protocole. Alors, je vais lui dire, vos séances sont espacées de tous les 15 jours, 3 semaines, semaines, etc. Et là, elle va me répondre, oui, c'est un protocole de toutes les 3 semaines, je fais une séance tous les 21 jours. Voilà. Très bien. Moi, ça me donne déjà une indication. Je vais lui poser une deuxième question, je vais lui demander si on lui a parlé de la chute de cheveux. Parce que quelquefois, il y a des personnes à qui on a vaguement dit « vos cheveux vont tomber, point barre ». Des fois, il y a des personnes qui vont être bien renseignées, d'autres très peu, on va dire. Et c'est à nous, prothésistes capillaires, de les éclairer à ce sujet. Les cheveux, ça nous concerne, donc il faut leur dire ce qui va se passer au niveau des cheveux. Alors ça peut paraître un peu barbare ou méchant de dire « ah, vos cheveux vont tomber », etc. Mais les gens ont besoin de savoir vers quoi ils vont aller, c'est aussi une façon de les rassurer, mais voilà. Si la personne vous fait clairement comprendre qu'elle ne veut pas en parler, vous n'en parlez pas. Mais en tout cas, c'est bien aussi de l'éclairer sur ce qui va se passer. D'accord ?
Et en fonction du protocole qu'elle aura à faire, admettons toutes les 3 semaines, eh bien vous allez lui dire, on vous a parlé de la chute de cheveux. Souvent cette personne va vous dire, oui, on m'a dit que ça allait tomber au bout de 2 semaines. Voilà. Pour moi, ça reste un peu faux. Parce que la personne, au bout de 15 jours, elle va se dire, bah, ouais, ça tombe, pas plus que ça, quoi, voilà. Bon. Elle peut se dire, bah, du coup, ça se trouve, ils vont pas tomber plus que ça, voilà. Quand je leur dis, vos cheveux vont tomber 2-3 jours avant la 2e séance, ben, c'est ce qui se passe à chaque fois. D'accord ? Et quand je revois la personne après, elle me dit, ah oui, c'est exactement comme vous m'avez dit, c'est vraiment tombé à ce moment-là. D'accord ? Alors, on peut penser que c'est voilà, que c'est pas forcément utile de préciser ça. Moi, je préfère parce que voilà, la personne, elle sait à quoi s'en tenir, elle sait ce qui va se passer, et comme on dit, une personne avertie en vaut 2. Voilà. J'ai déjà vu des personnes qui s'attendaient pas du tout à avoir une chute de cheveux comme ça, et qui étaient complètement affolées. Quand la personne sait ce qui va se passer, elle s'y prépare et elle le prend avec beaucoup plus de recul, sachant que vous allez lui dire à cette personne, quand vos cheveux vont commencer à tomber, ne vous inquiétez pas, je suis là, vous pouvez compter sur moi. Si jamais elle éprouve le besoin de retirer tout le reste de ses cheveux, elle peut compter sur vous. C'est une porte ouverte que vous lui faites. Hein. Voilà, vous lui dites, je suis là pour vous. N'hésitez pas si vous avez besoin de mes services. C'est aussi pour ça que l'on parle de la chute de cheveux. Alors là, évidemment, je passe du temps là-dessus, mais c'est un dialogue qui va durer 5-10 minutes, pas plus. Hein. D'accord ? Voilà. Évidemment, si elle vous parle d'un protocole de tous les 15 jours, vous allez lui dire, votre chute de cheveux va intervenir 2-3 jours après la 2e séance. Ou bien, si c'est un protocole de toutes les semaines, vous allez lui dire, la chute de cheveux va intervenir entre la 3e et la 4e séance. D'accord ? Mais on l'a rassurée, elle peut compter sur vous. Vous lui avez donné une info au niveau de ses cheveux qui va être vraiment très précise, et c'est notre rôle. À l'hôpital, on va lui dire vos cheveux vont tomber, ok, mais vous allez lui donner un petit peu plus de précision, et en plus, vous allez lui dire qu'elle peut compter sur vous, vous êtes là, si elle a besoin de mettre un terme à la chute. Alors, pourquoi on va lui proposer ça ? En réalité, quand les cheveux commencent à tomber, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Hein. Je pense que Mélanie va pas me contrarier là-dessus. C'est quelque chose de très difficile à vivre. On a les cheveux qui tombent par poignées. Au bout d'un moment, on n'ose plus y toucher, on n'ose plus les brosser, on n'ose plus les laver. Parce qu'on a tellement l'appréhension de voir des cheveux partout, on en retrouve dans son lit, on en retrouve dans ses vêtements, on en retrouve par terre, voilà. Et j'ai même des personnes qui me disent je les mange des fois parce que ça glisse le long du visage, etc. Et bon voilà. Bref, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire durer trop longtemps. Mélanie, pour l'instant, ça va ? Pas d'objection à faire là-dessus ? Ça va. Bon, ok. Voilà. Non, bah c'est vrai que c'est une étape marquante. Hein. Bien sûr, et c'est quelque chose, vous êtes d'accord avec moi, qu'il ne faut pas faire durer trop longtemps. Hein, je pense que... Ah ben non, oui, moi en 3-4 jours, effectivement, j'ai demandé à mon mari de me raser, hein, parce que je supportais plus effectivement de manger mes cheveux, d'en mettre de partout, d'avoir mal. Ok. Pourquoi est-ce que c'est votre mari qui l'a fait ? Et vous aviez vu un prothésiste capillaire à l'époque ? Alors, je l'ai vu, oui, 2-3 jours avant. En fait, j'ai vraiment, moi, on m'avait dit 15 jours, au bout de 15 jours, tu vas commencer à les perdre. Donc, effectivement, au bout de 15 jours, pile poil, ça a commencé. Donc, j'ai vu dans la foulée une coiffeuse. Et en fait, mon mari m'a rasé 4 jours après que je l'ai vu. D'accord. J'ai pas demandé à la coiffeuse de le faire dans l'immédiat, en fait. Ouais. D'accord, ok. Alors après, évidemment, votre mari, un conjoint, un ami, quelqu'un peut le faire. C'est pas compliqué de passer la tondeuse sur la tête d'une personne. Moi, je vous conseille plutôt de conseiller ce service pour 2 raisons. Parce que ça fait partie de notre métier. Et puis,
Des fois, c'est pas forcément toujours au conjoint de faire ça ou une amie parce que la personne va garder ça en mémoire. À la limite, nous, on est des professionnels. C'est peut-être plus notre rôle. Et de toute façon, après, lorsqu'il n'y a plus les cheveux, il va y avoir, comment dire, le réglage de la prothèse capillaire va se faire à ce moment-là. Lorsqu'il n'y a plus rien qui va gêner sur la tête, il n'y aura plus les cheveux, donc le réglage de la prothèse capillaire va se faire à ce moment-là. Alors, même si la personne a déjà passé la tondeuse et l'a fait faire par une autre personne, vous serez obligé de revoir cette personne. Enfin, en tout cas, ça sera mieux parce que vous aurez ce réglage à faire. Et ce réglage, il ne peut pas se faire tant qu'il y a les cheveux. Donc, c'est aussi une raison de proposer ce service parce que vous ferez tout en même temps. D'accord? Pascal, Oui. vous conseillez de faire la tondeuse ou plus au ciseau? Parce qu'on entend un peu deux écoles. Alors, ok. Alors, effectivement, lundi, j'avais une de vos collaboratrices, enfin, si je peux dire, voilà, qui m'a dit, oui, nous, on nous apprend en tant que socio-coiffeuse à ne pas raser parce qu'ils nous disent que c'est traumatisant pour la personne de passer la tondeuse, de laisser 1 ou 2 centimètres, etc., etc. C'est ça? Et que le fait de passer la tondeuse, c'est pas bien, etc. C'est plus ou moins ce qu'on vous a dit. C'est pas 0,5 deux écoles. Non, pas forcément. On nous a dit que si on passait la tondeuse, il fallait qu'on mette un sabot. Bon, après, c'était au choix de chacune, quoi. Soit elle prend les ciseaux, soit elle prend la tondeuse. Alors. À aucun moment, on nous a conseillé plus l'un que l'autre, même les filles. D'accord. Dites-vous bien que là, c'est un avis d'une personne dans un centre hospitalier. On est bien d'accord. Une infirmière, etc. D'accord? Qui va vous dire ça. Alors, Mélanie, j'ai rien contre les infirmières, du tout. Mais Attention. attention. Pas casquette aujourd'hui. Non. Nous, on est sur le terrain. On est vraiment dans le cas vraiment précis. D'accord? Je peux vous assurer, par expérience avec toutes les personnes que j'ai vues dans toute ma carrière, quand on laisse 1 ou 2 centimètres de cheveux, la douleur, elle ne part pas. J'ai même quelquefois vu des personnes qui me disaient, s'il vous plaît, est-ce qu'il serait possible de ne pas passer la tondeuse, mais de laisser un petit centimètre partout? Je dis, bah, bien sûr, madame. Je dis, moi, je suis là pour vous écouter. Je suis pas le maniaque de la tondeuse. Je suis là pour aider les personnes. Je lui dis, je pense que on va se revoir. Mais je lui dis, ok. Et donc j'ai laissé 1 ou 2 centimètres, voilà, la personne était contente. Bon, au bout d'une semaine, elle est revenue me voir parce qu'elle m'a dit, franchement, je suis désolé, mais ça me fait vraiment trop mal. Quand je mets la prothèse capillaire, il y a ces cheveux qui bougent en permanence et ça me fait vraiment très très mal. On a passé la tondeuse sabot 0 et là, la douleur, elle a disparu. D'accord? C'est pour ça. Alors, deuxième raison pour laquelle je préfère faire ça, quand la personne est d'accord, moi je ne force personne, c'est que c'est à ce moment-là que la prothèse capillaire, elle va bien tenir. Et ça aussi, ça fait partie de notre job. La prothèse capillaire, elle doit bien tenir. Si vous laissez 1 centimètre de cheveux, 1 centimètre, c'est pas grand-chose, eh bien la perruque, elle va glisser. Et en plus, il va y avoir plein de cheveux d'1 centimètre qui vont se planter dans la perruque, et franchement, ça sera impossible à retirer, et ça va être un vrai calvaire. Bon, on va le retirer peu à peu, mais ça va être un vrai calvaire. Lorsque vous passez le sabot 0, il restera toujours un petit millimètre de cheveux que la tondeuse, elle n'arrive pas à attraper. Ce petit millimètre, il va se planter dans la perruque et il va l'accrocher. Alors vous me direz, ce petit millimètre, il va finir par tomber lui aussi. Effectivement, il va tomber, mais la personne ne va pas le voir tomber. C'est vraiment trop petit. Mais il en restera toujours, comme je disais tout à l'heure, 10% de la chevelure, etc. Et ça va suffire à accrocher la prothèse capillaire. Et même si, au bout de 1 mois, 2 mois, elle perd la totalité de ses cheveux, la prothèse capillaire, elle se sera vraiment faite à la forme de la tête et ça ne bougera pas. Par contre, Pascal, on nous a dit en formation de sociaux qu'il fallait toujours mettre un sabot.
C'est-à-dire jamais passer Alors- jamais passer la tête. Parce que pour pas abîmer le cuir chevelu, quoi, en fait, c'est ça, pour pas Alors- risquer de cet estirement. Alors, il est évident déjà, premièrement, que lorsque je passe la tondeuse sur la tête d'une personne, je prends soin de désinfecter avec une lingette désinfectante, quelque chose de désinfectant avant, et je le fais après. Donc, au niveau des bactéries, mes têtes de tondeuse, elles sont hyper clean. D'accord ? Il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense sincèrement que les personnes qui vont vous dire ça n'ont jamais vraiment vu une tondeuse de près. Une tondeuse, ça ne racle pas le cuir chevelu. Il faut arrêter avec ça. Je veux dire, vous le savez aussi bien que moi. Une tondeuse, la tête de tondeuse ne va jamais racler le cuir chevelu. Elle va jamais le griffer ou quoi que ce soit. Il y a toujours une fine partie de protection qui va avoir le même effet qu'un sabot en plastique, qui va être beaucoup plus grand. Hein, une tondeuse, j'en ai une à côté de moi, voilà, je veux dire, sabot zéro, ça va être ça, il va y avoir vraiment cette petite épaisseur qui va laisser ce petit millimètre de cheveux, mais le sabot de tondeuse, il va être propre, il ne va pas racler le cuir chevelu, et si on met un sabot dessus, un petit peu, le plus petit soit-il d'ailleurs, eh bien, évidemment, c'est du plastique. Mais lui aussi, il faudra le désinfecter. Et il va me laisser une longueur qui sera beaucoup plus importante. Oui, eux, ils disaient en fait plus dans le sens où, au cas où, si la tondeuse, elle pince le cuir chevelu par rapport... Mais pourquoi voulez-vous qu'une tondeuse... Alors attention, là, je veux dire, si vous travaillez avec un matériel, excusez-moi du terme, de merde, vous allez faire de la merde. Non, mais je veux dire, si on travaille avec un matériel défectueux, forcément, on va faire une catastrophe. Si vous avez une tondeuse qui a tendance à pincer, et ça arrive, hein, j'ai souvent vu des fois des tondeuses, par exemple, elles étaient mal réglées, le sabot, la partie blanche, là, elle dépassait la partie dorée, là, eh bien là, si vous faites ça à ras, ça peut vous pincer. Effectivement, ce genre de tondeuse, vous la virez direct, hein. Il vous faut vraiment, pour faire ça, du matériel qui soit nickel. Et quand je passe la tondeuse sabot zéro, je peux vous assurer qu'il n'y a même pas une griffure, il n'y a rien du tout. Hein. D'accord. Par contre, est-ce que vous avez une tondeuse, vous, qui fait moins de bruit que, par exemple, celle qu'on peut avoir, la Panasonic, non, pas forcément. Ah. Elle est plus chargée. Ouais, non, elle a un faux contact, celle-là, je l'utilise. Vous entendez? Ouais. C'est on dirait ma machine à café quand je fais un expresso. En plus silencieux, Vous savez pourquoi, Pascal? Parce qu'on a été formé dans la formation de la SOCO par Véronique Schendorf, que vous avez eu en élève. Oui. Et elle, Véronique, elle nous a dit qu'elle a acheté, elle a testé au moins 7 ou 8 tondeuses. Les filles, vous me rappelez, si vous me dites si je Oui, il y en avait, mais elle a essayé au moins 7 ou 8 tondeuses avant d'en trouver une qui soit moins traumatisante et qui fasse moins de bruit, justement pour les clientes. Je suis d'accord. Une tondeuse qui fait trop de bruit, c'est pas terrible. Malheureusement, une tondeuse, quand elle commence un petit peu à prendre de l'âge, elle va faire du bruit parce que ça va cogner un petit peu, il va y avoir de l'espace, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, entre voilà. Et bref, ça va faire plus de bruit. Bah, prenez une tondeuse qui en vaille la peine, quoi. Après, c'est pas la peine non plus d'aller sur un prix fou de tondeuse parce qu'elle fait pas beaucoup de bruit.